Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens sans tendance, alors que les marchés américains restent fermés aujourd'hui au lendemain de la fête nationale américaine. On récupère donc le jour férié d'Independence Day hier aux États-Unis. Des marchés américains fermés pour démarrer une semaine qui sera essentiellement tournée vers la macroéconomie encore, avant les résultats microéconomiques du premier semestre pour les grandes entreprises américaines puis européennes. Cette saison de résultats sera importante et commencera à partir de la semaine prochaine avec les grandes banques américaines qui seront les premières à publier leurs résultats du trimestre écoulé. La semaine sera marquée par les enquêtes définitives dans le secteur des services. On a vu l'accélération de l'activité en zone euro confirmée ce matin par l'Institut IHS Markit avec les enquêtes définitives de services, le PMI composite qui est au plus haut depuis plus de 15 ans et qui montre bien cette accélération liée à la réouverture des économies en Europe. Nous aurons également comme point marquant cette semaine le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, les minutes de la Fed qui seront publiées ce mercredi. La réunion s'était tenue les 15 et 16 juin dernier. Et puis l'inflation qui reste un sujet permanent en ce moment sur les marchés. On aura des indices de prix à la production, à la consommation en Chine en fin de semaine ce vendredi. Et puis on suivra également aujourd'hui les négociations difficiles au sein de l'OPEP et de ses alliés sur la question d'une augmentation des quotas de production. L'accord est pour l'instant bloqué par la position des Émirats Arabes Unis. Comme chaque lundi, le plan de trading avec Bourse Direct, ce sera à suivre dans quelques minutes. Et puis nous parlerons de transition écologique avec la naissance de la première société d'investissement cotée dédiée aux investissements dans la transition écologique, Transition Evergreen. Le président et le directeur général de Transition Evergreen seront avec nous en plateau dans cette demi-heure. Transition Evergreen qui est en train de muscler son capital avec une opération d'augmentation de capital qui a été initiée en fin de semaine dernière, qui va se poursuivre pendant encore quelques jours pour lever entre 55 et un peu plus de 60 millions d'euros. C'est le calme sur les marchés européens pour débuter cette semaine en l'absence de Wall Street. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance se stabilise pour le moment en dessous de l'équilibre à la mi-journée au sein d'une séance qui se déroulera essentiellement de ce côté de l'Atlantique, les marchés américains étant fermés aujourd'hui en raison de la fête nationale. Les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des indices PMI composite en Europe mais également en Chine pour le mois de juin. En Chine, tout d'abord, l'Institut Caixin met en avant un recul de l'activité dans le secteur privé avec un indice qui tombe à son plus bas niveau depuis avril 2020, freiné par la résurgence de l'épidémie dans plusieurs régions de Chine. En Europe, en revanche, la croissance du secteur privé atteint son plus haut niveau depuis 15 ans grâce à l'assouplissement des restrictions donc liées à la pandémie. Si l'activité manufacturière avait déjà touché un record la semaine dernière, la composante des services atteint de son côté son plus haut niveau depuis 2007. En France, l'activité dans le secteur des services a progressé également pour revenir à des niveaux d'avant Covid, à savoir à 57,8 points. Les investisseurs qui ont également en tête toujours les chiffres de l'emploi meilleurs que prévu aux États-Unis pour le mois de juin dans le secteur privé. Ils ressortent à 850 000 emplois créés donc dans le secteur non agricole contre un consensus qui allait de 600 000 à 700 000. Le taux de chômage a lui légèrement progressé, passant de 5,8% donc en mai à 5,9% en juin, tandis que l'inflation salariale est de son côté conforme aux attentes. Sur le front des matières premières, l'OPEP+ doit à nouveau se réunir aujourd'hui. Si les pays membres sont globalement d'accord sur un relèvement de la production à partir du mois d'août pour atteindre 2 millions de barils par jour supplémentaires d'ici la fin de l'année, les Émirats Arabes Unis souhaitent de leur côté que leur volume de production de référence soit revu à la hausse. Une demande qui ferait passer la capacité totale de production du pays de 3,17 millions de barils par jour actuellement à 3,8 millions de barils. Demande à laquelle s'oppose l'Arabie Saoudite pour le moment. Et on note également que cette semaine, mercredi précisément, sera publié le compte-rendu de politique monétaire de la Fed qui devrait donner un peu plus de détails sur le changement de ton de cette dernière vis-à-vis de son soutien à l'économie américaine et notamment sur son calendrier. Du côté des valeurs à présent, Total Energy annonce la fin de l'huile de palme dans ses installations à partir de 2023. Sanofi annonce de son côté que son vaccin sera disponible d'ici le mois de décembre, vaccin donc contre la Covid-19. Et au sein du CAC 40, on note que les plus fortes hausses sont
sont signés ArcelorMittal, Legrand ou encore Alstom. Mais les bancaires sont également dans le vert, à l'instar de Société Générale qui gagne près de 1%, alors que l'OAT à 10 ans en France est redescendu en dessous des 0,11%. ST Microelectronics est également dans le vert à la mi-journée, tandis que Bouygues, Atos ou encore Engie signent les plus fortes baisses. Et on note enfin que Spartoo a fixé le prix de son IPO. Le prix définitif sera de 6,53 €, soit le bas de la fourchette proposée. Spartoo qui fera ses premiers pas en bourse ce mercredi 7 juillet. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct chaque lundi à la mi-journée pour entamer une semaine, je le disais, qui sera encore une semaine très macro avant la vague de résultats trimestriels d'entreprise à partir de la semaine prochaine. Christian Sanson est avec nous en plateau, le responsable des formations de Bourse Direct. Bonjour Christian, bienvenue. Bonjour. Ce qui vous intéresse, Christian, c'est vrai que c'est la pierre angulaire des dynamiques de marché qu'on peut observer, notamment sur les marchés actions. C'est les taux. Commençons par les taux. On aura le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed cette semaine. Depuis au moins 2 mois, voire 3 mois, les taux n'arrêtent pas de baisser. On est autour de 1,40 toujours sur le 10 ans américain contre plus de 1,75 fin mars. C'est vrai, alors malgré cette détente, on va dire, un petit peu bizarre, parce que les chiffres, comme vous l'avez dit, des chiffres de consommation, les chiffres de toute façon sont bons, la tendance quand même haussière, que ce soit sur les taux américains ou sur les taux français. Par contre, on s'approche de petits niveaux techniques dangereux au niveau des Américains qui est autour des 1,34. Et à Paris, sur les taux 10 ans en français, c'est 0,05. On est à 0,10 là sur le 10 ans français ce matin. J'ai vu qu'on remontait un petit peu, on n'est pas loin. Et si jamais on franchissait ce niveau-là, on pourrait même aller tester, revenir un petit peu temporairement en zone négative. Par contre, il faut vraiment surveiller le taux. Ces niveaux-là n'invalident pas quand même la tendance haussière des taux qu'on a observée depuis l'automne dernier, depuis l'arrivée des vaccins. Non, parce qu'en fait, chaque fois qu'on monte, il y a des impulsions, puis après il y a des corrections, des impulsions, etc. Donc le mouvement, il est bien, de hausse, il est bien là. La seule chose qu'il faudrait faire attention, c'est vrai, c'est si jamais les Américains, le taux devenait aller en dessous de 1,34, là, il y a un petit trou d'air jusqu'à 1,20, voire 1,15. Donc là, il y a un trou d'air. Donc mais bon, pour l'instant, on est toujours dans cette tendance haussière. Donc on va dire que la mini-sortie par le bas des taux français n'est pas pour l'instant très grave. Bon, 1,34 à surveiller sur le 10 ans américain, on est quand même au-dessus de 1,40. Aller revenir à 1,20 sur le 10 ans américain, ça poserait quand même pas mal de questions fondamentales. On n'y est pas encore. Quel lien est-ce que vous faites entre les taux américains, les taux européens et l'euro-dollar ? Alors l'euro-dollar qui fait un yo-yo depuis plusieurs mois. Oui, c'est en fait une vraie sinusoïde. Donc il varie entre 1,16 et 1,2250. Pour l'instant, il est toujours dans ce range-là. Donc c'est clair que le jour où on va franchir un de ces niveaux-là, soit on accélère vers les 1,25 ou 1,26, soit au contraire on revient vers la zone de 1,10. Mais pour l'instant, ça fait plusieurs mois, il stagne là-dedans, dans ce trend plat qu'on appelle un trading range, vraiment en forme de sinusoïde. Donc là, on est un peu au milieu, donc on attendra quand même la zone des 1,16, bien sûr, à surveiller. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ni les taux ni l'euro-dollar ne semblent poser de problème au marché actions, ou en tout cas aux indices boursiers, qui restent quand même des baromètres importants à suivre. Alors il y a toujours des mouvements de rotation, de contre-rotation au sein des indices, mais le S&P 500, le MSCI World sont au plus haut historique aujourd'hui. Quand ça monte, comme je dis, il y a tout qui monte, tout marche en même temps, tout est arbitré, c'est une mécanique boursière, c'est pas à cause de tel ou tel pays, c'est vraiment un peu comme dans le Covid, la descente était générale, la remontée est générale. C'est vrai que le Standard & Poor's 500 est au plus haut. Par contre, il faut se méfier d'une chose, j'ai regardé un petit peu ce qu'on appelle les positions nettes spéculatives. Donc c'est vraiment les positions des traders américains, mais la spéculation, c'est pas la couverture, pas tout ça. Et là, il y a eu quand même un gros virage, c'est-à-dire que ces derniers mois, les spéculateurs américains étaient short, étaient vendeurs à découvert sur l'indice Standard & Poor's 500, ce qui fait que dès qu'un chiffre était bon ou dès qu'il y avait quelque chose, ils se rachetaient et l'indice allait plus haut. C'était la course au papier. C'était la course au papier, c'était du rachat de vendeurs à découvert. Et là, la semaine dernière, c'est complètement l'inverse, puisque les positions de moins 15 000 contrats short sont passés à 55 000 contrats longs. Donc, ils ont complètement renversé leur position. Donc, les vendeurs spéculatifs ont capitulé, là. Si vous voulez, nous, on marche toujours souvent à l'inverse. Il y a toujours des excès à la baisse, il y a toujours des excès à la hausse. Et venir renverser ces positions comme ça, tout en haut d'un marché,
c'est en général dangereux. Alors, il faudra du coup surveiller le support, on va dire, des 4240, qui est vraiment un niveau important à regarder sur le Standard & Poor's 500, qu'il faut tenir. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le S&P 500, l'indice large américain. Qu'est-ce qu'on peut dire du Nasdaq? Alors, qui était un indice à la traîne en début d'année. C'est vrai qu'il y avait eu cette rotation cyclique, value, qui avait ramené le Dow Jones notamment sur le devant de la scène. Mais depuis 2 mois, le Nasdaq est redevenu un indice leader avec le retour de la tech, le phénomène de baisse des taux qui redonne un peu de peps aux grandes valeurs technologiques. Si je prends le graphique du Nasdaq et du Standard & Poor's 500 ces 2 derniers mois, c'est un copier-coller. Le Nasdaq est au plus haut. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure, il y avait un bémol sur le Standard & Poor's 500 à cause des positions ouvertes short, maintenant longues, donc ça s'est complètement renversé. Le Nasdaq, c'est purement technique, il arrive dans ce qu'on appelle une zone de surachat au niveau technique, donc c'est un indicateur de stress qu'on appelle le RSI, chose qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps. Donc c'est simplement une petite alerte. Pour l'instant, il est toujours en tendance haussière, il n'y a pas de souci. Il faudra quand même surveiller la zone des 14 000 points, 14 000, 14 200. Parce que si ça, par contre, ça venait on va dire à céder, là, il y a un petit trou d'air quand même, qui ne remettrait pas en cause la hausse, puisque la tendance est toujours haussière. Le support long est autour des 13 480, mais ça mettrait quand même un petit peu de feu au marché. Oui, ça pourrait, atténuer un peu la conviction qu'on peut avoir. Il faut rappeler qu'on peut rester aussi en zone de surachat longtemps sur les indices. C'est pas parce qu'on arrive avec des RSI qui tournent autour de 80 là que ça peut pas durer. Bien sûr, mais le seul truc, c'est que le Nasdaq, il y a longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais. C'est pour ça que simplement, si c'est des petits panneaux qui alertent, ça ne veut pas dire que c'est grave, mais simplement ça alerte. Qu'est-ce qu'on peut dire du CAC 40 alors qu'il a bouclé un premier semestre de folie, puisqu'on a gagné 17% et plus, je crois. À un moment, on était même sur une performance de 20% et plus par rapport au 1er janvier, un semestre historique pour le CAC. Le CAC, il est en petite tendance maintenant baissière, diagonale en fait, entre guillemets. Toujours haussière à long terme, exactement comme ses copains un petit peu américains. Si on prend la courbe du CAC, la courbe des taux, c'est un copier-coller. Puisque le marché a monté, les taux ont monté, les taux baissent, le marché rebaisse. C'est vraiment un copier-coller. Donc il faudra... Ce que je regarde plutôt maintenant, c'est on va dire surtout cette sur- ou sous-performance par rapport au Dow Jones, qui a vraiment... Qui a fait couler un peu d'encre, qu'on en a parlé pendant un petit moment. Donc c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est que les indices européens, ou le CAC 40, surperformaient le marché américain, en tout cas pendant quelques mois. Pendant quelques mois, c'est depuis 2-3 mois. Mais parce qu'historiquement, quand je prends simplement l'historique depuis 1 an et demi, entre Dow Jones et le CAC, c'est toujours le Dow Jones qui surperforme le CAC, sauf pendant cette petite période où le CAC est repassé. Et alors, c'est vrai que tout le monde était content parce que tout le monde attend ça. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça fait longtemps que je suis en bourse et on attend ça depuis très longtemps. Souvent, on rattrape à la baisse, mais rarement à la hausse. Et là, malheureusement, si je regarde mon indice force relative, comme on appelle, la variation du CAC par rapport au Dow Jones, on est repassé, alors très court terme, comme on dit, le spread se resserre entre les deux. Quand on regarde sur un peu plus long terme, le Dow Jones est repassé au-dessus du CAC. Voilà, donc pour l'instant, c'était, on va dire, un petit intermède bullish pour le CAC par rapport au Dow Jones, mais c'est rare, donc c'est à noter. Bon, sur le front des matières premières, peut-être, pour conclure, alors on parle de la réunion de l'OPEP+, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des éléments techniques particuliers à signaler sur le pétrole. Vous suivez notamment le WTI, Christian, et puis l'or aussi, qui est toujours une matière première intéressante quand on parle autant d'inflation. Le WTI, il y a 2 pétroles, je prends le WTI américain, comme le marché. Il est au plus haut. Les marchés sont hauts, les taux étaient bons, ils sont revenus un peu, mais le pétrole est haut, il est allé, comme on dit, taper des hauts historiques il y a pas mal de temps. Toujours en tendance haussière. Par contre, attention, au niveau technique, il y a simplement une petite divergence, comme on appelle, avec un indicateur de tendance qui s'appelle le MACD. Et le RSI, donc c'est aussi l'indicateur de stress que j'utilisais tout à l'heure, s'approche, on va dire, là il est un petit peu suracheté, mais s'approche d'une zone un peu dangereuse, des 63%, comme on appelle. Et si jamais ça venait à franchir cette zone, si donc le pétrole venait à casser, on va dire, la zone des 73-40, techniquement, il y a aussi un petit trou d'air. On peut aller vers les 66-67 $. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a ce petit trou d'air, pour l'instant, il n'est pas là. C'est vrai, tant mieux. Mais il y a des petits bémols, aussi bien sur les marchés actions que sur les marchés de taux, que sur le marché du pétrole. Parce qu'encore une fois, tout est un peu corrélé. Et
Voilà, faut juste faire attention. Support court 73,40 et si ça s'est cassé, par contre, on peut aller un petit peu plus bas. Bon, on surveille tous ces actifs risqués. Effectivement, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur les indices européens à mi-journée avec l'absence de Wall Street pour démarrer cette semaine. Christian Sanson qui est avec nous pour le plan de trading, responsable des formations de Bourse Direct. Et on parle de transition écologique, d'investissement dans la transition écologique avec nos deux invités suivants pour cette édition de la mi-journée. Lionel Lemot est avec nous, le président du conseil d'administration de Transition Evergreen. Bonjour et bienvenue Lionel. Bonjour. Vous êtes également président d'Aqua Asset Management. Alors vous allez nous expliquer effectivement comment Aqua Asset Management va être le département qui va déployer les investissements de Transition Evergreen. Et Jacques Pierlet qui est le directeur général de Transition Evergreen avec nous également en plateau. Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue. Il faut dire un mot effectivement de ce véhicule d'investissement que vous avez créé. Alors Evergreen, les experts connaissent le nom Evergreen parce que c'est une société qui est cotée depuis longtemps, on va dire, sur le marché parisien, mais c'est vrai que la société est devenue pleine et entière à la suite d'une opération de fusion-absorption qui a donné naissance à Transition Evergreen. Tout ça a été confirmé ces dernières semaines, je crois, Lionel. Et aujourd'hui, vous entrez dans une étape où vous musclez votre capital, une augmentation de capital d'au moins 55 millions d'euros qui est en cours en ce moment, pour devenir, vous le dites, la première société d'investissement dédiée aux pure players de la transition écologique. Oui, je crois que c'était intéressant de noter un peu tous ces indices. Je pense et j'espère qu'un jour vous commenterez sur ce plateau la valeur des crédits CO2, parce que c'est un marché qui est en pleine expansion. Ouais. On parlait de pétrole. Glencore, qui est un acteur majeur des matières premières, disait récemment que le crédit carbone serait sans doute un marché majeur pour eux. Et si on regarde d'ailleurs, et ça illustre un peu notre actualité, le crédit carbone n'avait pas bougé pendant 2-3 ans. Et depuis maintenant 1 an, il est en forte croissance. On pense au début d'un cycle assez puissant et qui illustre finalement une évolution assez majeure de la transition écologique. C'est une réconciliation entre la valeur et le prix. Protéger l'environnement, lutter contre le changement climatique, ça a beaucoup de valeur pour nous tous. Ça n'a pas toujours un prix. Le crédit carbone vient rectifier cette donnée et c'est à la fois un indicateur important pour certaines de nos participations directement, on en parlera tout à l'heure, dans l'impact que ça peut avoir sur leur modèle économique, mais c'est aussi un signal prix, comme souvent. Souvent, on a des signaux prix qui obligent ou qui incitent en tout cas des acteurs économiques, publics ou privés, à orienter leur choix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le coût de ne pas faire, le coût de ne pas mettre en œuvre un plan de réduction de réduction de ces émissions de CO2, finalement, factuellement, il a pris 60 à 70% depuis le début de l'année, ce qui est assez massif, et ce qui explique aussi une forme de très grande activité autour de ces thèmes. Il y a le coût de l'inaction, alors qui se révèle à nos yeux, pas aux vôtres, parce que ça fait quand même plusieurs années, une bonne dizaine d'années. Les gens me disent qu'on est à la mode, et moi j'ai fait mes premiers investissements il y a 12 ans, ça fait 12 ans que je suis à la mode. C'était moins la mode il y a 12 ans, mais ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Il y a le coût de l'inaction, et puis il y a l'opportunité d'investissement que représente cette transition écologique. Vous dites, Lionel et Jacques, que c'est une transition qui est même sans commune mesure par rapport à la transition précédente, qui était la transition digitale des dernières années. C'est une comparaison un peu forte peut-être, mais ça montre bien où est-ce que vous placez le curseur des enjeux. On ne peut pas forcément se prévaloir qu'elle soit d'une ampleur plus importante, d'une importance plus forte, mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'il y a une forme d'analogie pour 2 raisons. La première, c'est que cette transition écologique, elle se diffuse dans la totalité de l'écosystème. Elle oblige les acteurs publics et privés à revoir leur positionnement, leur stratégie, la localisation et la nature de leurs outils de production. Elle les oblige à se redéfinir. Et de ce point de vue-là, on a vu il y a quelques années des Chief Digital Officers, on verra bientôt, et ça a déjà commencé, des Chief Climate Officers. Ouais. Donc on a quelque chose qui se diffuse au niveau de tous les comités de direction, tous les COMEX, tous les CODIR de France, et pas que de Navarre, aussi d'Europe et du monde. Ça, c'est une première analogie avec la transition digitale. Elle est devenue centrale dans la définition de la stratégie des entreprises. On ne peut pas ne pas se définir par rapport à son positionnement sur la transition écologique. Et l'autre facteur, c'est qu'il y a eu un facteur, comme dans la transition digitale, qui a été drivé quand même par la loi de Moore et la baisse des prix. Téléphone portable, moi je dis toujours à mes enfants que c'est trop cher. Un téléphone Apple aujourd'hui ou Samsung, c'est un concentré technologique tout à fait étonnant.
qui a été rendu accessible et qui rend accessible en plus avec un coût du réseau très, très faible. Donc tout ça permet de réaliser cette transition digitale. Dans la transition écologique, vous avez le coût de l'éolien, le coût du solaire, le coût du stockage, tout ça qui a énormément baissé, qui va continuer à baisser. Donc on a des facteurs similaires à l'œuvre et une différence majeure, c'est que la transition digitale est par nature immatérielle et la transition écologique, elle, par nature est matérielle puisqu'il s'agit de remplacer une dépense en énergie fossile par un investissement en objet qui produit de l'énergie non fossile ou qui en économise. Donc, il y a un investissement. La bonne nouvelle, c'est que c'est un investissement qui ancre des outils industriels dans nos territoires. On parle beaucoup d'infrastructures, évidemment, quand on est dans la transition écologique. Justement, concrètement, à quoi ressemblent ces investissements ? À quoi vont ressembler ces investissements ? Parce qu'il y a déjà, dans Transition Evergreen, il y a déjà des actifs qui ont été apportés à l'occasion de cette opération de fusion-absorption. Mais alors, allez-y, Lionel, et puis je voulais que Jacques puisse intervenir sur l'univers d'investissement et le processus d'investissement que vous allez appliquer. Les univers d'investissement déjà existants sont le biogaz, avec Evergaz, qui est un acteur majeur du biogaz en France, l'efficacité énergétique et le stockage de l'énergie avec Everwatt, qui est un fort ancrage territorial. Donc ça illustre un peu ce que disait Lionel tout à l'heure. Cette transition, elle se traduira par des investissements locaux, régionaux. Donc ça, c'est très important. Et puis également la filière bois, qui est représentée par Everwood dans la gestion et l'exploitation de forêts et des crédits carbone qui y sont attachés. Et c'est ça, justement. Voilà. Stockage l'idée de gérer le stock, effectivement, avec la plantation de bois, de forêt qui permet de capter le CO2. Des sujets de reboisement, des sujets d'amélioration de la qualité des forêts qui, comme vous le savez sans doute, sont de plus en plus malades du réchauffement climatique. Et donc, replanter, planter d'autres essences, c'est aussi améliorer la capacité de captation carbone, puisque la capacité à capter ces crédits, elle résonne sur l'additionnalité. Si vous avez une forêt qui est tout à fait au niveau, vous n'allez pas capter quelque chose qui est déjà là. Donc il faut apporter quelque chose. Ce qui est très intéressant, Jacques, c'est que vous dédiez vos investissements uniquement à l'univers non coté de PME françaises non coté. Je trouve que c'est un aspect très intéressant parce que là, vous ouvrez le marché du non coté à beaucoup d'actionnaires. Vous allez nous parler de vos nouveaux actionnaires, mais beaucoup d'actionnaires particuliers, d'investisseurs particuliers, comme on dit. Alors parfois avec des patrimoines importants, bien sûr, mais vous leur ouvrez l'accès là au monde du non coté. C'est ça, on a voulu donner accès au plus grand nombre, effectivement, à des investissements dans des PME non cotées en France et en Europe qui font de la transition écologique un levier de croissance et de rentabilité. Ouais, et c'est quoi le processus d'investissement ? Parce que le non-coté, c'est très vaste, effectivement. Oui, tout à fait. Comment vous définissez votre processus ? Alors, pour revenir sur ce que disait à l'instant Jacques, c'est aussi pour ça qu'on a un peu cette baseline, la transition écologique en une action. Voilà, bon, on n'a pas la totalité de la transition écologique, mais on a une forme de diversification. Et ce mode d'investissement, il a une forme de singularité. On a un mode d'investissement extrêmement entrepreneurial qui est insufflé par moi et les équipes d'Aqua Asset Management, qui est la société de gestion qui gère ce fonds. C'est un premier fonds coté 100% dédié à la transition écologique. Et cet esprit entrepreneurial, il se manifeste par une vision très industrielle, une logique de co-construction, une logique vraiment d'association avec des entrepreneurs pour co-construire des projets d'entreprise et pour les faire passer à l'échelle. Ça, c'est quelque chose de très important. On recherche des sujets qui sont utilisateurs de technologie. On n'est pas producteur de technologie. Et on recherche des actifs qui vont opérer des actifs qui produisent de l'énergie ou des réseaux. Dans le biogaz, on opère des unités qui produisent de l'énergie à partir de déchets. Dans la forêt, on va opérer des massifs, on va gérer des massifs forestiers. Donc on a toujours cette logique qui passe par une notion de taille critique. Quand on a commencé dans le biogaz, il nous fallait une quantité d'équipes et d'opérationnalité qui n'était pas rentable avec une unité. Quand on en a eu 5, ça a été le cas. Et c'est ce qu'on duplique à l'échelle des autres participations, c'est ce passage à l'échelle. Souvent, on oppose, Lionel, Jacques, investisseurs financiers, investisseurs industriels. Pour vous, il n'y a pas d'opposition, en fait. Alors, c'est encore différent. C'est que nous, on pense que cette vision industrielle, cette vision de co-construction, elle nous offre une forme de parapluie à la baisse, enfin, de parachute, on va dire, à la baisse. Le parapluie, quand ça va mal. Et donc, on pense qu'avoir une vision industrielle, c'est aussi avoir une qualité d'actif qui ont de la valeur pour un industriel, une part de marché, une position donnée, plus que le flux financier uniquement du moment. Donc ça, c'est un peu déjà un parti pris.
Et puis en fait, on a développé cette logique qui consiste à dire alors c'est un peu notre devise, on essaye d'acheter comme des industriels, mais on ne s'interdit pas de vendre comme des financiers. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, à propos d'acheter comme des industriels, alors Jacques, les 55 millions, là, comment est-ce que vous avez, enfin 55 millions un peu plus peut-être avec l'opération d'augmentation de capital, les clauses d'extension, comment est-ce que vous avez déjà peut-être préparé le déploiement de ces investissements? Il y a une grosse partie qui va déjà être déployée dans l'hydrogène, c'est ça? Alors, déjà, je voulais revenir sur cette opération, effectivement, qu'on a voulu ouverte à tous, donc ouverte à tous les actionnaires existants d'Evergreen, de Transition Evergreen SA, et ouverte aussi à tous. Donc dans la partie libre, tout le monde peut souscrire grâce à son intermédiaire financier habituel à cette opération. Alors évidemment, en se rendant sur le site la transition écologique en uneaction.com. Ah oui, d'accord. Il y a un site dédié à l'opération, effectivement. Merci de le rappeler, Lionel. Donc, effectivement, le use of proceeds des capitaux levés seront précis dans les participations existantes, notamment dans le biogaz, avec le rachat d'un acteur de référence allemand qui nous fera passer quasiment de 60% à 70% de plus la taille d'Evergaz, d'opérer des boucles énergétiques que nous avons identifiées au territoire, dans le sein du territoire français, et puis acquérir le plus important, le leader de gestionnaire de forêt en France. Alors le leader de gestion de forêt particulier, voilà. Parce que les acteurs institutionnels. Il y a des acteurs instituts, effectivement. Très grande taille. Et puis je vais laisser Lionel aborder le sujet hydrogène. Et donc l'hydrogène qui va être la grande nouveauté, on va dire. Alors, la grande nouveauté, je dirais aussi qu'on va tirer parti de cette augmentation de capital pour rembourser des investisseurs obligataires, ces investisseurs particuliers qui aussi nous ont accompagnés dans cette croissance et qui nous ont permis, en investissant en capital mais aussi en obligation, de limiter un peu les effets de la dilution. On les en remercie d'ailleurs. Et on aura une partie de cette augmentation de capital qui servira à ça. Et enfin, la plus grande partie dans les investissements, c'est un investissement qui est en cours, qui est très avancé, qui sera dévoilé dans son intégralité dans les prochaines semaines. C'est la prise de participation d'un tiers du capital d'une société basée à Albi qui s'appelle Safra, qui est un acteur important du marché de la mobilité lourde hydrogène. Aujourd'hui, c'est un marché de petite taille en France. Vous avez 25 bus qui ont été livrés, 17 l'ont été par Safra. Donc il s'est positionné sur ce marché en pleine croissance de la mobilité hydrogène, un acteur qui fait du chiffre d'affaires, qui a des équipes d'assemblage, des unités basées dans cette belle région d'Albi, et pour lequel on fonde de beaux espoirs. En tout cas, ce sera un 4e pilier à côté des 3 existants. Avec biogaz, un premier investissement de quelle taille, là, Lionel ? De l'ordre de 15 millions d'euros. D'accord. Pour Safra, donc les bus à hydrogène, voilà, qui va être le nouveau pilier, on va dire, de transition. Et peut-être un petit mot en plus par rapport à notre process d'investissement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une forme d'intérêt pour le secteur. Et c'est vrai que notre logique un peu de co-construction nous conduit souvent à se positionner très en amont. Ça fait 18 mois qu'on travaille sur le sujet Safra. Là aussi, c'était un peu moins à la mode, l'hydrogène. Et donc, les prix n'avaient pas encore flambé, pour dire la chose. Mais d'ailleurs, les prix n'ont pas vraiment flambé dans notre négociation à nous. Parce qu'en fait, on considère qu'on apporte beaucoup de valeur à nos participations et on a pour principe de ne pas payer la valeur qu'on crée nous-mêmes. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus nous parler de Transition Evergreen, donc société d'investissement dédiée à la transition écologique, cotée à la Bourse de Paris, qui investit dans les PME françaises non cotées, qui lève aujourd'hui plus de 55 millions d'euros pour muscler ses investissements. Lionel Lemot, le président du conseil d'administration, et Jacques Pirlet, le directeur général de Transition Evergreen, étaient avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.